Bien, bonsoir. On va commencer notre séance si vous voulez bien. Ce soir, on a un invité inhabituel pour la présentation d'un projet original qui s'appelle Golix. Alors en plus, il doit un peu intriguer, mais il y a quelques curieux qui ont quand même voulu savoir de quoi on allait parler et dommage pour les autres. Donc le mot de leaks, ça veut dire la fuite, fait penser à Wikileaks, bien sûr. Tout le monde a entendu parler de Wikileaks et à un univers particulier. Si on lui associe le mot de lanceur d'alerte, qu'on entend également beaucoup, on approche mieux le besoin qu'il y a derrière ce thème GoLeaks, celui de faire partager une information sensible qui mérite d'être connue du grand public, mais dont le partage peut difficilement s'effectuer en utilisant les outils classiques. Il s'agit en fait de protéger et d'anonymiser au maximum la source de l'information, qui est la clé de la réussite des sites de leaks, en l'occurrence. Donc GoLeaks, c'est encourager, en gros, les porteurs d'informations sensibles à les donner, mais de façon anonyme. En clair, quelqu'un détient une information qu'il souhaite rendre publique, mais en restant anonyme vis-à-vis du journaliste ou du média à laquelle il veut la transmettre. L'enjeu, c'est celui de la protection des sources, de la collaboration avec les journalistes, de la gestion des échanges entre sources et médias pour une sécurisation maximum. Le projet de ce soir a été conçu par des Nantais, un journaliste, Romain Ledroit, qui n'était pas disponible ce soir, et un hacker connu sous le pseudo de Datapult. Donc vous avez devant vous Datapult. Alors on imagine que Datapult, ça vient de catapulte, ça permet de projeter les informations, voilà. C'est donc Datapult qui va nous présenter le dispositif, qu'on peut résumer grossièrement en une plateforme qui permet à la source de déposer son information et au journaliste de la récupérer en toute sécurité et dans l'anonymat. C'est un projet qui questionne les conditions de la production de l'information, sa qualité, sa gestion par des journalistes d'un nouveau type. Et vous savez que ici au Conseil, on s'intéresse beaucoup à cette question de la production d'informations sur le territoire. Et en tout cas, cette nouvelle façon de produire de l'information est significative des évolutions de la société contemporaine, qui est de plus en plus demandeuse d'information et de transparence. En plus, s'agissant d'une initiative nantaise qui a fait l'objet d'un financement participatif par le biais de la plateforme Kickstarter, elle méritait doublement notre intérêt. GoLeaks est un projet, encore une fois, porté par des Nantais, original car il n'y a pas d'équivalent actuellement en France ou même en Europe. Voilà, écoutez, je vous passe tout de suite le micro. Vous allez nous expliquer ce qu'est ce projet avant qu'on puisse vous questionner. Alors, GoLeaks, vous avez très bien décrit le projet à l'instant. Il s'agit de mettre en relation des lanceurs d'alerte, des sources, avec des journalistes. Le tout de manière la plus sécurisée possible. On va voir plus tard les outils qui sont utilisés, etc. Mais avant de rentrer en profondeur sur ce que c'est que la plateforme, je voudrais juste qu'on se présente un petit peu. Alors, je me présente. Donc moi, je suis effectivement Datapult. Mon prénom, c'est William, si vous préférez. Et donc le but du jeu, c'est d'abord une rencontre avec un journaliste qui est Romain Ledroit, qui est absent ce soir. Et on avait on s'est rencontrés sur un plateau radio à Radio Prune, où moi je suis éditorialiste et lui était invité pour parler autour de la loi renseignement. À la suite de la discussion, il s'avérait qu'on avait plusieurs idées communes. Et donc, je lui ai parlé de cette idée que j'avais en tête de monter une plateforme de leaks régionale. Et j'ai questionné la pertinence du projet auprès d'un journaliste. Et il y a eu un excellent écho de ce premier échange. Et donc, on a pris la décision de commencer à bosser dessus. Donc...
on utilise effectivement GlobalX comme c'est marqué sur le slide et Tor, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Alors GlobalX, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Le but, c'est effectivement de donner aux lanceurs d'alerte une sécurité dans l'émission de leurs sources et permettre aux journalistes d'accéder à des sources nouvelles. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment pousser l'investigation et la pratique de l'enquête dans les médias locaux. Parce qu'on pense qu'il y a des choses qui peuvent toucher directement les citoyens qui sont encore, comment dire, qui restent relativement secrètes et qui sont d'intérêt général et qui mériteraient d'être sorties. Le but, c'est pas de faire tomber des têtes, clairement. Le but, c'est vraiment de toujours être dans l'intérêt général et dans la façon de trouver en fait une nouvelle forme d'information. Techniquement, alors là c'est un petit schéma, mais je vais vous expliquer tout ça. Le message en fait, c'est la première page. La réponse est 42. Ça c'est le message. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle Tor. Tor, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet d'anonymiser les connexions et de s'assurer des informations qu'on envoie sur Internet. Alors, ça peut paraître assez complexe comme ça, donc si vous avez des questions, on verra ça tout à l'heure. Mais dans les faits, c'est vraiment simple. Donc on utilise ce logiciel pour la source, pour envoyer le message de manière à être anonyme. Ensuite, ça passe dans GlobalX et GlobalX va chiffrer le message de manière à ce qu'il ne soit accessible qu'aux seuls journalistes qui ont été sélectionnés par la source. Le journaliste est prévenu par la plateforme qu'il a de nouveaux documents qui lui sont amenés et donc il va pouvoir à son tour aller sur la plateforme pour récupérer ces documents qui ont été chiffrés rien que pour lui. Donc en bref, qu'est-ce qui se passe? On télécharge le Tor Bundle, donc c'est le logiciel dont je vous parlais. On se rend sur le GlobalX, on upload la source, ça veut dire qu'on dépose le document. Et on choisit les journalistes à qui on veut envoyer le document et l'information. Ça, c'est un point central dans GlobalX. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, d'une part, se soustraire au travail des journalistes. Donc c'est vraiment le journaliste qui va prendre en charge l'enquête et la façon de traiter le document. Donc nous, on n'intervient pas, on ne publiera pas les documents qui sont postés sur la plateforme pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas notre travail. Et la seconde, c'est que on veut vraiment aussi garantir l'indépendance de la plateforme en accueillant tous les journalistes qui veulent la rejoindre. On n'est pas attaché à une rédaction, on n'est pas attaché à un syndicat ou à une organisation quelconque. On veut rester le plus indépendant possible et ça passe par l'accueil de tous les journalistes qui veulent rejoindre la plateforme. Ensuite, au niveau de la réception des documents de journalistes, il faut disposer d'une clé PGP. PGP, c'est quoi? C'est un système qui permet de chiffrer ses emails de manière à ce qu'il n'y a que l'expéditeur et le destinataire qui soient au courant du message en question. Donc après, on déchiffre le message, on récupère les sources, on peut contacter l'émetteur en sécurité en passant par la plateforme. Et ensuite, on traite, on recoupe, on vérifie, on authentifie, enfin, on fait le travail de journaliste. Et ça, c'est le journaliste qui est choisi, qui s'en occupe. Donc, comme je disais, on s'appuie sur le soft GlobalX. C'est un logiciel, c'est une application que vous pourrez trouver sur Internet assez facilement, qui est open source. Ça veut dire quoi, open source? Ça veut dire que tout le code de ce logiciel est ouvert à tout à chacun. Ça permet quoi? Ça permet de savoir ce que fait le logiciel, concrètement, comment il marche. Et donc d'augmenter la sécurité en faisant des audits. Il y a des gens qui vont vérifier le code régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas de faille. Ensuite, ces audits sont revus par l'équipe qui gère le développement.
elles sont poussées ou non sur la plateforme en fonction de comment comment de la faille trouvée ou de l'éventualité d'une faille trouvée. C'est un projet répliquant parce qu'il se base sur un logiciel qui existe déjà, qui est régulièrement édité, qui est édité par une ONG qui est également indépendante et qui a fait ses preuves parce qu'on peut le voir par exemple en France, on a Source Sûre qui est une plateforme de l'X nationale gérée par le groupe Le Monde qui utilise donc cette plateforme. Et il y a aussi Publix aux Pays-Bas qui est une plateforme également nationale qui utilise cette plateforme. À ce jour, il n'y a pas eu de faille trouvée sur ces systèmes sur les deux plateformes qui ont déjà été implémentées au niveau national. Donc c'est plutôt rassurant voilà, pour utiliser et pour pouvoir monter un projet sur ce soft. On a d'autres buts que de simplement mettre en relation des lanceurs d'alerte et des journalistes. En fait, on veut vraiment faire se rencontrer les deux communautés du hack, du logiciel libre, avec celle du journalisme. Parce qu'on pense qu'il y a des moyens de travailler ensemble, on pense qu'il y a des synergies qui peuvent se faire et qui sont intéressantes à l'ère d'Internet pour développer une nouvelle forme d'information. Donc ça passe par beaucoup de formations. Ça passe par des rencontres régulières. Donc on parlait de PGP tout à l'heure, donc l'organisation d'apéros PGP ouverts à tous. En fait, on voit d'autres techniques, on voit d'autres manières de se protéger. Parce que les outils qui permettent de protéger ses sources sur Internet, c'est les mêmes qui permettent de protéger sa vie privée. Donc c'est des problématiques qui concernent tout le monde. Donc ils sont bien évidemment ouverts à tous. On fait des formations, workshops en rédaction. L'idée c'est de, appréhender les outils pour utiliser la plateforme, et deux, aller plus loin dans la protection de ses sources, c'est-à-dire, une fois qu'on est sorti de la plateforme, comment on fait pour continuer à protéger cette source. Comment on fait pour continuer à communiquer avec elle, comment on fait pour éventuellement organiser une rencontre. Voilà. Et donc ça passe par des workshops dans les rédactions. Et enfin, on a présenté le projet dans les différents clubs de la presse du territoire. Donc dans les clubs de la presse, il est question qu'on organise des sessions de formation également dans certains d'entre eux. Pour toujours pareil, protéger ses sources en ligne et appréhender en fait une nouvelle forme de recherche d'informations également. Comment on fait de l'investigation sur Internet aujourd'hui? Ça, c'est des choses auxquelles on peut former. Donc il y avait plusieurs raisons pour créer Golix. On en a compté 7. La première chose, c'est respecter la charte du syndicat national des journalistes. Il y a aussi la charte de Munich, qui expose clairement la protection des sources comme quelque chose d'essentiel dans le travail du journaliste et de protéger par les lois et les démocraties. Donc ça, c'était la première raison, permettre à ces journalistes, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent, protéger leurs sources. En deuxième point, on a la chance d'avoir une dynamique médiatique locale très active. Il y a pas mal de rédactions et pas mal de formats différents qui permettent de sortir de l'information. Et donc sur le territoire, ça avait du sens de monter un projet pareil. Donc voilà. Et puis il y a plusieurs affaires qui sont en cours, des problématiques effectivement politiques, sociales, économiques, culturelles. Et les sujets à aborder sont vraiment nombreux. Donc il y a bien entendu Notre-Dame-des-Landes, on ne peut pas y échapper. Mais il y a aussi tout ce qui concerne les violences policières pendant les différentes manifs avec la loi travail notamment. L'attribution des subventions qui est souvent assez opaque. Une chute de l'université publique, enfin bref. Il y a à tous les niveaux, il y a dans toutes les communes, dans toutes les
dans tout le territoire, des sujets qui restent opaques, qui peuvent être mis en avant via cette plateforme. Fournir un outil clé en main pour les journalistes, c'était aussi, donc en dehors de pousser l'investigation sur le territoire, c'était vraiment de défendre les lanceurs d'alerte et de pousser cette pratique aussi de leaker, de faire fuiter des documents, etc. Donc le système propose par défaut une protection des sources. C'était vraiment la raison d'être du projet, c'était proposer aux journalistes qui veulent faire de l'investigation sur le territoire, proposer un moyen clé en main, pratiquement clé en main, parce que ça nécessite quand même d'utiliser deux technologies, voilà, faut apprendre, mais c'est vraiment pas grand-chose, pour protéger les sources par défaut. Parce que comprenez bien que les journalistes sont soit souvent contactés via leur Facebook ou leur Twitter, et c'est pas des communications qu'on peut qualifier de sécurisées. De la même manière, les journalistes vont souvent essayer de contacter, alors ça dépend évidemment de l'affaire, etc., mais les journalistes, dans leur pratique, contactent par exemple un témoin d'un fait divers via ces mêmes réseaux sociaux. Et donc on ne peut pas considérer ces pratiques comme étant sécurisées. Il y a d'autres moyens de sécuriser, de prendre contact avec des gens qui sont en mesure de donner de l'information. En sixième point, on avait effectivement l'engouement des citoyens pour l'open démocratie. Il y a aujourd'hui une mode, une volonté de plus de transparence qui est partagée par beaucoup de citoyens. Alors on n'a pas fait d'enquête à ce sujet, mais c'est un ressenti qui apparaît quand on discute, quand on discute médias, quand on discute politique, quand on discute transparence, etc. Donc les citoyens aujourd'hui ont accès à un panel d'informations très important. L'information n'est pas toujours ce à quoi ils s'attendent, et nous on propose de chercher autre chose et de participer à cet élan vers une plus grande transparence. Et bien sûr on l'a fait autrement parce que ça n'existait pas. Donc on s'est dit il y a quelque chose à faire, une expérience à mener. Donc je rappelle vraiment que Golix, c'est une expérience. On teste, on voit si ça marche, s'il y a des affaires qui sortent, si les journalistes ont un appétit pour ce genre d'informations, etc. Alors, on va faire une saisonnalité dans les leaks. L'idée, c'est sur une période de 3 mois, c'est de pousser une recherche d'informations. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur le fait que pendant ces 3 mois, on cherche des informations, par exemple sur Notre-Dame-des-Landes. Pendant 3 mois, on va orienter notre communication. Golix existe. Si vous avez des informations sur Notre-Dame-des-Landes, allez-y. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a 2 plateformes de leaks aujourd'hui en France. Il y a SourceSure, dont je vous parlais tout à l'heure, et puis celle de Mediapart. Ces 2 plateformes sont en fait des boîtes un peu mortes sur lesquelles il n'y a aucune communication qui est faite. Et on trouve dommage que ces outils qui peuvent être un levier important pour de nouvelles informations ne soient pas plus mis en avant. Alors bien sûr, il y a une des raisons pour laquelle c'est pas plus mis en avant, c'est que quand on propose de l'information et qu'on propose une mise en contact sécurisée, le mot sécurité fait en général se frotter les mains beaucoup de hackers qui voient là un moyen de se faire connaître en cassant un truc soi-disant sécurisé. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, Golix, on a mis en place une stratégie qu'on a estimée la plus sécurisée possible, mais aucun système informatique aujourd'hui n'est sûr à 100%. Il y a 2 types de failles, celles qu'on connaît
et celles qu'on ne connaît pas encore. Et donc, là-dessus, sur celles qu'on connaît, on est à peu près blindé, mais sur celles qu'on ne connaît pas, on ne peut pas se protéger. Donc on fait au mieux pour protéger tout ça, mais c'est pas... comment ? Il faut toujours rester vigilant. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour Golix ? Aujourd'hui, on est dans une phase de formation des journalistes. Et donc, on les rencontre et on les forme aux outils nécessaires à la plateforme, pour utiliser la plateforme. Ensuite, donc, on espère lancer la plateforme avant la saison estivale, avec une dizaine de journalistes pour commencer. On pense pouvoir atteindre la trentaine de journalistes sur tout le territoire avant la fin de l'année. On a réussi un financement participatif qui nous permet de mener l'expérience à bien pendant 1 an. À la fois sur le plan technique, parce qu'il y a des frais énormes liés à la technique, même pour un petit projet comme celui-ci, et pour la communication, parce qu'il faut faire connaître cette plateforme, il faut la faire vivre, et c'est pareil, ça a un coût. Donc on a eu besoin de faire une levée de fonds, et on a réussi cette levée de fonds. Voilà à peu près où on en est. Si vous avez des questions, c'est à peu près le moment. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, vous voyez là un outil de partage nouveau. Donc, je ne doute pas que ça soulèvera quelques questions. Allez-y. Qui commence, Monsieur l'Empereur ? Oui, merci. Micro. La présentation est intéressante, mais j'aimerais avoir un peu des précisions sur qui est on. Vous avez dit à plusieurs reprises, on fait ceci, etc. C'est-à-dire qui est on, quelle est l'organisation que vous avez mis en place, comment elle fonctionne, éventuellement comment elle se rémunère, ou comment elle passe des conventions, des contrats, etc. etc. Donc qui est on ? Alors, c'est une association qui est en cours de création actuellement. On est 5 personnes à être prêts pour le bureau de cette association. Donc, en dehors des 2 cofondateurs, c'est-à-dire Romain et moi, il y a 3 autres personnes qui sont engagées bénévolement, toujours, parce que c'est un projet qui est bénévole et qui restera bénévole. Il n'y a pas d'enjeu financier derrière. Enfin, il n'y a pas d'enjeu financier autre que faire fonctionner la plateforme. Donc, il y a ces 5 personnes au bureau et il y a une dizaine de bénévoles derrière, répartis sur le territoire pour nous aider à animer différents temps d'échange avec les journalistes, mais aussi avec le grand public, et aussi à nous aider à communiquer sur tout le territoire. Donc ça fait une quinzaine de personnes engagées dans le projet. Comment l'association et la plateforme se rémunèrent ? Pour l'instant, on n'a pas de business plan. On se base vraiment sur le crowdfunding qu'on a fait, le financement participatif, pour mener l'expérience à bien. Et si on voit que ça marche, disons dans 6 mois, 7 mois, si on a sorti des histoires intéressantes, etc., on réfléchira sérieusement à comment pérenniser la plateforme. On a déjà quelques idées. L'idée principale, c'est de vendre de la formation dans les rédactions au niveau national pour sécuriser la protection des sources, mais aussi proposer des conférences et des tables rondes sur le thème d'Helix globalement, et de cette mutation du journalisme. Parce qu'il faut bien comprendre que la popularité d'Helix aujourd'hui est en train de modifier légèrement la perception qu'on a des médias. Si je peux me permettre une petite digression, il y a une vigilance des citoyens sur les médias, j'allais dire mainstream, les grands médias. Et donc nous, ce qu'on cherche et ce que les leaks permettent, c'est de redorer un petit peu ce blason, parce que
les leaks permettent de se servir des médias comme levier pour un changement dans la démocratie. Et on parle souvent des médias comme le quatrième pouvoir, mais ça prend son sens dans ces affaires de leaks en fait. Voilà. S'il y a d'autres questions. Ok, oui. Michel Gélin, Jean-Claude Charrier, Roger Lemaître, Thierry Odéon, bon ça va. Les questions sont parties. Bien coller le micro, Michel. Okay. Une question technique et puis une autre question. Comment vous formez les utilisateurs potentiels, enfin les déposants, les émetteurs potentiels d'une information au maniement de Tor, par exemple, qui est quand même pas non plus complètement simple à utiliser? C'est une première question. Puis j'ai une deuxième question. J'étais un peu surpris par une remarque que vous avez faite au début de votre intervention en disant qu'au fond, les informations, les documents qui seront déposés sur la plateforme ne seront pas en tant que tels réutilisés. Alors c'est un peu surprenant parce que de fait, ces documents peuvent constituer au fond les preuves de l'affaire qui sortirait et qui serait après traitée par les journalistes. Donc ça paraît, s'il y a accord au fond des sources, pourquoi ne pas les diffuser? Ça paraît un peu surprenant. Alors comment on forme j'allais dire le grand public à l'utilisation de Tor? Et ben en fait on propose, on va proposer, on a déjà fait l'expérience, ça avait plutôt bien marché, des moments de rencontre qu'on appelle des papotes crypto. L'idée c'est pas de dire on va vous apprendre à utiliser la plateforme Golix pour que vous puissiez balancer ce que vous voulez. Non, l'idée c'est de dire voilà, il y a des outils pour protéger les sources, ça c'est pour les journalistes, il y a des outils pour protéger la vie privée, c'est les mêmes. Faut absolument démocratiser ces outils. Donc c'est par le biais de ces événements qu'on va essayer de former un maximum de gens. On édite aussi, ça va sortir très bientôt, un petit manuel qui reprend les bases d'un surf sûr. Et il sera question de Tor à l'intérieur, ainsi que de PGP et de d'autres système. Et puis au-delà de ça, il y a différents moments informels avec d'autres associations. Par exemple, moi je suis adhérent dans une association de protection des libertés sur Internet qui s'appelle la Quadrature du Net. Par ce biais-là, on fait c'est pareil, c'est encore des moments sous forme d'apéro où on va essayer de vulgariser ces techniques qui sont pour Tor, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Si vous savez télécharger quelque chose et lancer un programme, vous savez utiliser Tor. Après, le fonctionnement théorique de Tor, on l'explique, mais pour utiliser Tor concrètement, c'est tout simple. Et puis, si on tape quand le site sera en ligne, on tapera sur Google lancer une alerte, je sais pas moi, Saint-Brieuc. Logiquement, on devrait tomber sur notre site, et sur notre site, il y aura un tutoriel qui permettra de s'assurer que le tunnel d'envoi de l'information soit sécurisé. Ensuite, sur la deuxième question, c'était comment vous pouvez me rappeler cette question? D'accord. C'était la volonté que vous avez annoncée de ne pas publier. Oui. Publier les documents sources. Alors, sur ce sujet-là, en fait, il y a un risque. Il y a un risque pour nous, si on commence à éditer des documents, c'est qu'on passerait d'un statut d'hébergeur d'information à un statut d'éditeur. Et pénalement, c'est pas du tout le même risque en fait. Donc on se prémunit de ça en disant la publication des documents reste à la discrétion du journaliste et de sa rédaction. Sur notre site, on ne publiera pas les documents. Voilà. Mais il sera toujours évidemment possible de les... C'est publiable par le journaliste. Par le journaliste, c'est publiable. On ne fait pas de blocus sur les documents. Voilà.
Oui, Jean-Claude Charrier du Conseil de développement. J'avais 2 questions ponctuelles à vous poser. D'une part, qui va s'assurer de la validité de l'information qui figurera sur les plateformes? Est-ce que c'est uniquement le journaliste dédié en quelque sorte, hein, ou effectivement est-ce qu'il y aura la possibilité pour plusieurs journalistes de s'assurer de la validité de l'information? Parce que sinon, effectivement, étant totalement secret, il y a un risque quand même de fausses informations. Et deuxième question, vous avez parlé là de la saisonnalité exclusive de votre... Enfin, est-ce que la saisonnalité de la plateforme est exclusive? Parce que, bon, c'est quelque chose qui est lancé. On peut penser qu'il y a un certain nombre de gens qui ont par devers eux peut-être des informations à diffuser ou qui souhaitent diffuser via cette plateforme. Est-ce que vous ne risquez pas, si c'est, voilà, on va parler de Notre-Dame-des-Landes pendant 3 mois, on va parler ensuite pendant 3 mois d'autres thèmes, de vous tarir, de tarir un certain nombre de sources, un certain nombre d'informations? Alors, bien entendu, la saisonnalité des leaks ne sera pas exclusive. Il sera toujours possible d'envoyer des leaks et des documents, même des témoignages, d'un autre sujet. Et en plus, les journalistes qui sont identifiés sur la plateforme sont bien identifiés avec des contextes précis qui permettent de savoir, de s'orienter en fait en fonction du thème qu'on a comme document. Donc je ne sais pas si vous avez un thème, si vous voulez balancer sur Notre-Dame-des-Landes, vous avez moyen de contacter un journaliste spécialiste, soit juridique si ça concerne les procédures juridiques, soit écologique si ça concerne une problématique écologique. Donc là-dessus c'est assez clair. Ensuite, sur la possibilité des journalistes à travailler ensemble, dans les journalistes qu'on a déjà contactés, il est question de travailler ensemble sur certaines affaires. Après, c'est de l'organisation que nous, on ne prend pas en charge. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de se rencontrer, mais au-delà de ça, on ne va pas les accompagner dans le travail commun. Parce que c'est pareil, on n'a pas les ressources ni l'expérience pour mener des enquêtes journalistiques. Voilà. Nous, ce qu'on fait vraiment, c'est le tuyau sécurisé de mise en relation. Roger Lemaître, oui. Merci, Roger Lemaître, Conseil de développement. 2 petites questions, mais je pense que vous avez répondu à la première. Dans les contacts que vous avez eus avec les journalistes, est-ce que vous avez senti, au regard de l'ambition que vous donnez, là, 100 journalistes fin 2016, l'intérêt... 30. 30, bon. Ouais. Curiosité, intérêt, appétit, est-ce que vous avez senti ça dans les contacts avec les journalistes? Et la deuxième question, c'est, dans les mêmes contacts, est-ce que vous avez eu connaissance ou est-ce que vous avez échangé sur des infos sensibles qui auraient été publiées et qui auraient été problématiques, ou des infos sensibles qui seraient en stock et non publiées? Alors, on sent effectivement un appétit de la part des journalistes pour ce phénomène. Parce que il y a eu différentes affaires au niveau national et international qui ont un peu bousculé la profession et qui ont beaucoup intrigué. La possibilité pour un journaliste local d'avoir accès à ce type d'informations et ce type de fonctionnement dans sa rédaction, c'est quelque chose, oui, qui provoque en tout cas une certaine curiosité et une envie de comprendre en fait. Et puis, sur la deuxième question, on a senti et à plusieurs reprises que comment dire, il y avait une envie donc de travailler ensemble d'une part, mais j'arrive plus à remettre la main sur la question, excuse-moi. La question c'était, est-ce qu'ils ont évoqué des dossiers sensibles, ah, oui. Ont posé des problèmes parce qu'ils les avaient publiés ou au contraire qu'ils n'ont pas publiés? Alors, on nous a contactés à plusieurs reprises en disant j'ai des documents, ça sort quand? Voilà. Après des documents publiés, j'allais dire à l'arrache sur une plateforme de blog ou quelconque, ça on n'a pas vu.
Mais on a été contacté, alors évidemment pas par les meilleurs moyens, malheureusement, mais il y a eu des prises de contact avec des lanceurs d'alerte potentiels voilà, pour envoyer des documents. Oui, alors Thierry Odéon, puis après il y a une Thierry personne. Odéon, conseil de développement. Là, vous avez parlé que faire partager une information sensible vers les médias, si ça marchait bien, ou peut-être que ça existe déjà, est-ce qu'on peut pas envisager ce même transfert d'informations vers des partis politiques, des ONG, des groupes de citoyens voilà. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur la partie sur la relation avec les médias. Il n'est pas question, dans un premier temps, de faire rentrer d'autres organisations sur la plateforme. Mais comme c'est un travail collectif, il se peut qu'un jour, les membres de l'association décident de faire rentrer une organisation, une ONG. Mais en général, les ONG ont des spécialisations. Et Golix n'a pas vocation à se spécialiser dans un domaine. Voilà. Oui, bonjour, je suis arrivé un petit peu en retard, mais je voulais avoir des précisions sur la sélection des journalistes, c'est-à-dire un journaliste d'extrême droite, d'extrême gauche, salafiste, peut tout à fait adhérer à Golix. Et si je suis un étouffeur d'alerte, je peux... Enfin, quel travail vous allez héberger, mais ça va être les journalistes qui vont devoir croiser, savoir si je suis un étouffeur ou un lanceur d'alerte. Car un tel outil comme ça peut être très utilisé par les étouffeurs d'alerte aussi. Alors comment contrer Alors, déjà, dans un premier temps, on rencontre chacun des journalistes qui veulent intégrer la plateforme. Et je dis bien qu'ils veulent, c'est sur la base du volontariat. On ne va pas, essayer de convaincre quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour la plateforme et pour ce type d'information. Et puis, malheureusement, donc on rencontre les journalistes et on s'assure qu'il y ait une activité journalistique. Qui publie dans un média et on regarde dans quel média, bien évidemment. L'idée, c'est parce que ça permet aussi de dépasser le clivage carte pas carte. Et ça nous semble, on peut être journaliste sans carte de presse. Et voilà, donc ça nous semblait important. Donc sur la sélection, on s'assure d'une activité journalistique et dans quel média c'est écrit et c'est à peu près tout. Sachant que derrière il y a la formation pour utiliser la plateforme. Donc c'est encore une occasion d'échange sur leur pratique journalistique, ce qui nous permet de nous assurer d'un certain sérieux sur les membres de la plateforme. Merci beaucoup. Si je comprends bien, vous jouez un rôle essentiellement d'intermédiaire entre la source et le journaliste. Mais vous avez une culture de hacker, si j'ai bien compris. Est-ce que vous ne serez pas tenté à un moment ou à un autre d'aller faire vous-même la recherche, si vous voulez, grâce à vos techniques de l'information, de la source, et de la diffuser auprès de journalistes, sans la diffuser vous-même? Autrement dit, est-ce que vous ne pourriez pas vous comporter vous-même en chercheur d'information, quitte non pas à la publier, puisque vous avez expliqué que ce n'était pas votre mission, mais la rediffuser après? Effectivement, et je pourrais le faire. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. Mais le problème, c'est que si on est dans une recherche, offensive, d'une part, on s'expose déjà beaucoup plus à des représailles et ce genre de choses. Et donc l'idée, comme on est un collectif, c'est on va pas mettre en danger le collectif. Donc je vais pas me dire, je vais pas me lancer moi-même dans de la recherche d'informations et la déposer moi-même anonymement. Enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà.
c'est pas dans ma philosophie, c'est pas la manière dont je vois les choses. Et puis j'ai eu plusieurs, depuis qu'on a lancé le projet, on a eu une petite couverture média et du coup j'ai été contacté pour dire je cherche des informations sur tel sujet, est-ce que tu pourrais aller gratter pour moi dans ce truc-là? La réponse est non. On ne veut pas faire dans l'illégalité, on ne veut pas, parce que la plateforme est totalement légale, juridiquement c'est blindé, donc on ne veut pas, enfin je ne veux pas m'exposer à des risques comme cela en fait. Voilà. Puis comme on ne sait jamais l'adversaire qu'on a en face, il suffit d'une petite erreur et c'est terminé pour le projet, c'est terminé pour le hacker et enfin ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc non, je ne ferai pas ça. Et les membres de l'équipe technique ne feront pas ça. Oui, je voulais vous interroger sur la population des journalistes que vous avez déjà embarqués dans votre projet. Est-ce que ce sont les journalistes des très grands médias? Enfin, je ne demande pas les noms, mais si vous voulez, est-ce que vous avez les grands médias locaux, de la presse écrite, de la radio, de la télévision, ou est-ce que finalement c'est plutôt une population de journalistes un peu plus à la marge, qui a le sentiment d'être plus indépendante, moins sous la pression des différents pouvoirs locaux? Voilà, je voulais vous demander cette information. On a vraiment toutes sortes de journalistes venant de rédactions vraiment différentes. On a des gros médias et on a des plus petites publications. Alors le truc, c'est que les gros médias mettent souvent plusieurs journalistes sur la plateforme et les petites publications n'en mettent qu'un. Donc il y a le rapport est légèrement déséquilibré, mais on pense que dans les spécialisations de chacun des journalistes, va y avoir une harmonisation en fait du choix des journalistes. C'est-à-dire que je vais pas regarder la rédaction d'où il vient, ou alors voilà, mais plutôt regarder. Enfin, je pense que ça se passera plus comme ça, mais c'est faut voir la pratique. Je vais pas sélectionner quelqu'un parce qu'il est membre de telle rédaction. Je vais sélectionner quelqu'un parce qu'il a travaillé sur le sujet sur lequel j'ai des informations. Et donc, comme ça permet de mieux distribuer aussi l'information auprès de tous les journalistes. Voilà. Mais il sera indiqué sur la plateforme, bien entendu, d'où viennent les journalistes. Voilà. Oui, alors justement, c'est une question en lien avec ça. J'ai une information. Je rentre sur la plateforme. J'ai quoi? J'ai la liste des journalistes disponibles avec leurs spécialités, leurs médias, etc. C'est ça que j'ai? Oui. Voilà, et donc je choisis à qui je le diffuse, éventuellement à tout le monde. Oui. Ou à une personne. Ou à une seule personne. Mmh. D'accord. Et comment les journalistes eux-mêmes sont protégés dans ce dispositif-là? C'est tout l'intérêt des formations qu'on propose. Il y a un truc qu'on fait en sécurité informatique, c'est on établit un modèle de menace. C'est-à-dire quelle information j'ai à protéger, quel est son degré de criticité et qui ça peut concerner. Qui peut en vouloir à cette information. Sur une problématique locale, il y a peu de chances qu'on énerve suffisamment des gens qui ont des ressources nécessaires pour casser les sécurités sur lesquelles on forme. Et c'est des sécurités, qui ont été éprouvées. On ne forme pas sur des choses expérimentales. Donc une fois sorti de la plateforme, on aide les journalistes et on fait un support pour leur permettre de continuer à se protéger vis-à-vis de ça. Voilà. Donc ça passe par plusieurs outils. Il y en a notamment un qui s'appelle Tails, qui est un système d'exploitation amnésique et incognito, c'est-à-dire vous le connectez sur votre ordinateur, vous travaillez, vous enlevez la clé, il n'y a plus aucune trace de votre travail sur l'ordinateur dont vous vous êtes servi. Donc ça c'est le genre d'outil qu'on promeut et auquel on forme. Mais les journalistes sont quand même relativement exposés. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir mettre des noms et des visages sur... Enfin,
sur la potentialité d'avoir reçu une information. Mais le journaliste qui a traité Panama Papers, par exemple, il ne s'est pas caché que c'était lui qui avait reçu les informations. Enfin, c'est pas quelque chose qui me semble extrêmement gênant. Enfin, à un moment donné, il faut que quelque chose soit exposé. Et exposer une rédaction ou un journaliste, enfin, voilà. Après, il y a plusieurs manières. Oui, pour que votre plateforme vive bien, donc il faut quand même qu'elle reçoive un nombre d'informations quand même régulières, relativement importantes, pour que les journalistes s'intéressent à ça. Parce que s'ils reçoivent une information tous les 36 du mois, à un moment donné, on va dire, bon, ça va très bien, on a testé, mais bon, il n'y a plus d'intérêt pour que ce site existe. Parce que vous dites, on ne fait pas d'investigation en amont, on ne va pas rechercher de porteurs d'alerte. C'est ça qui m'interpelle un peu, parce que si vous n'avez pas une masse critique, je ne vois pas très bien la survie d'une telle structure. Alors, on n'a aucune idée, évidemment, sur le nombre d'informations qu'on est susceptible de recevoir. C'est la première plateforme à échelle régionale. Donc, on va... comment dire ? On expérimente. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. En termes de volume, ce que ça va donner. Et puis c'est aussi le grand défi de ce projet, c'est comment on communique dessus efficacement, comment on touche les lanceurs d'alerte potentiels. Et ça, c'est vraiment difficile. Et ça fait maintenant un peu moins d'un an qu'on travaille sur le projet. Et on réfléchit sans cesse à de nouvelles manières de toucher ces gens. Mais il n'y a pas de secret, ça va passer par de l'affichage, ça va passer par du flyer, par des événements d'initiation. Et c'est à peu près les seuls leviers qu'on a, hormis le bouche à oreille qui fonctionne relativement bien aussi. Voilà. Il y a un présupposé à votre dispositif, alors qui a une ambition régionale, si bien compris, c'est qu'évidemment, il y a des choses cachées qu'il faut révéler. Donc, quel est le fondement de ce présupposé ? Non. Effectivement, on pense qu'il y a certaines choses qui sont opaques dans les collectivités, dans les industries, dans les associations, dans les différentes organisations, qui sont vraiment... c'est pas de la délation, on n'est pas dans la délation, c'est vraiment dans l'intérêt général qu'il faut que ça se situe à chaque fois. Si c'est pas dans l'intérêt général, l'information ne sera pas traitée. Et du coup, on n'a pas de présupposés, on n'a pas de choses en tête précises sur ce qui doit sortir en fait. Bon, évidemment, on se projette, on imagine, mais on n'a pas de fondation solide pour nous dire oui, là il y a des choses qu'il faut dévoiler, etc. Donc voilà un peu le truc aujourd'hui, c'est que c'est vraiment complexe de savoir vraiment où on va aujourd'hui, parce que ça n'a jamais été fait, et on teste. Voilà. Oui, bonsoir. Ça marche là ? Je voulais vous demander, à vous écouter là, quelque chose qui... est-ce que c'est vous, enfin c'est la plateforme qui va, je dirais, mettre en route, suivant la saisonnalité, les thèmes qui vont être choisis et ensuite redistribués, je dirais, aux journalistes ? Ou est-ce que ça va être à la limite une discussion, un apport de nouvelles, je dirais, en tout venant ? Est-ce que également on peut avoir accès au fil des questions qui sont posées ? Et puis l'autre question que je me posais, c'était vous allez en fait redescendre les avis des utilisateurs, des citoyens, donc au niveau journalistique. Mais là, est-ce que on ne va pas se heurter? Au niveau de Golix, on est dans
l'anonymat dans un endroit sécurisé, c'est très bien, mais est-ce qu'au niveau journalistique, on ne va pas de nouveau, suivant la tendance ou du journal, ne pas forcément retrouver la quintessence de ce qui a été mis, de ce qui a été voulu par les utilisateurs de Golix? C'est... Voilà. Pour les utilisateurs, en fait, comment dire, la plateforme permet pour les utilisateurs de s'envoyer des messages. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte a un code qui lui est attribué pendant sa démarche de lancement d'alerte, et il va pouvoir revenir sur la plateforme, voir sur la plateforme et communiquer avec le journaliste. Parce qu'il y aura forcément des questions complémentaires, et il y aura forcément besoin de discuter plus avant sur... donc ça permet plusieurs choses. Ça permet d'essayer d'entrevoir les motivations réelles du lanceur d'alerte, et ça permet aussi de donner des indices pour le recoupement et l'authentification des documents. Pour la saisonnalité, l'idée c'est de... C'est un travail collectif du choix des sujets qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que les journalistes qui sont inscrits sur la plateforme, on va les questionner sur les sujets qu'ils aimeraient traiter, et ensuite il y a un vote via un système en ligne qui permet de savoir quel sujet on va traiter. Mais c'est vraiment dans une démarche collective, il n'y a personne qui choisit arbitrairement on va traiter de ça. Ouais. Et voilà. Bruno Dehaye, conseil de développement. J'ai deux questions. Là, pour la première, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Le territoire dont vous parlez, c'est celui dont on a vu la carte. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, vous avez dit en préambule, on n'est pas là pour faire tomber des têtes, mais vous allez véhiculer de l'information sensible, et ça arrivera immanquablement. Oui, mais c'est pas l'objectif, c'est pas la finalité du projet. La finalité du projet, c'est de provoquer plus de transparence. Donc c'est malheureusement, y a des gens qui sont impliqués, et c'est une conséquence de cette volonté de transparence. Mais c'est pas la motivation première. Voilà. Et puis votre première question. Ah oui, sur le territoire. Alors, on traite surtout on parle Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Voilà. Ce qui est déjà assez vaste comme ça. Vous n'avez pas été payé par Ouest France pour choisir ce territoire-là? Non, c'est le même que Ouest France. Justement. Il y a encore une question. Ouais. Oui, en ce qui concerne effectivement les ressources, en fait, les lanceurs d'alerte que vous envisagez d'attirer dans votre système sont peut-être pas tous des chevaliers blancs partisans de la transparence à tout prix, etc. Il peut y avoir des gens qui ont des motifs peut-être moins nobles, voire effectivement, des règlements de compte ou autres. Alors, est-ce qu'il est prévu éventuellement un système de rémunération? On sait bien que la police fonctionne avec les indices, les impôts aussi, à la limite. Je veux dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de pouvoir, si on veut faire jouer ce rôle de pouvoir au quatrième pouvoir, est-ce qu'il est envisagé un système d'intéressement de vos lanceurs d'alerte? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire compromettre son anonymat à un moment ou à un autre. Donc on peut tout simplement pas. Techniquement, c'est pas possible. Et puis, pour les motivations réelles du lanceur d'alerte, c'est quelque chose qui se voit dans la relation avec le journaliste. Et à un moment donné, tous les journalistes nous ont dit, à un moment donné, il va falloir qu'on les rencontre, ces gens. Il va falloir qu'on les rencontre en vrai, qu'on puisse les questionner et permettre d'entrevoir, comme je disais tout à l'heure, les motivations réelles. Et puis, en fait, Golix permet la première mise en relation. Et par là même, ça veut dire que le journaliste a une démarche de protection des sources, et donc ça rassure aussi
le lanceur d'alerte, d'avoir affaire à quelqu'un qui est sensible à cette question. Et donc, le rencontrer derrière, c'est dans la relation de confiance. Je ne pense pas que ce soit bloquant. Donc, pour les motivations réelles, c'est toujours dans le travail du journaliste de pas s'il se fait manipuler, le savoir. Et donc, c'est dans cet échange que la plateforme permet dans un premier temps, et puis en sortant de la plateforme, que ça va se décider en fait. J'arrive. Oui, moi j'aurais une question sur le traitement. Donc j'ai bien compris, tout le monde peut, à partir du moment où il estime avoir une information sensible ou dissimulée, enfin, etc., donc la déposer sur la plateforme. À partir de là, donc, vous choisissez le ou les journalistes qui vont... Non. C'est le déposeur qui choisit. Oui. Et les gens qui vont être répertoriés pour traiter le sujet, pour enquêter dessus, et ça c'est ma deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez un peu casser le système carte de presse, pas carte de presse, quoi. Vous nous avez dit tout le monde peut être journaliste. Pour les connaître un peu, les journalistes professionnels sont quand même assez sensibles au fait que ce métier doit être rempli par quelqu'un qui est titulaire d'une carte. Donc est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné entrer dans une espèce de zone de conflit entre les gens qui vont s'estimer capables d'instruire tel ou tel sujet et puis des journalistes professionnels qui vont eux estimer que c'est quand même d'abord et avant tout leur métier, quoi. Et puis ensuite, troisième question, ça tient toujours effectivement à l'histoire des journalistes. En fait, la zone géographique que vous couvrez, bon, c'est bien, quoi, elle est dominée par un gros groupe de presse, quoi, qui, donc Ouest France, mais et qui, en plus du quotidien papier, de ses différentes éditions, a des intérêts dans la radio, la télévision, enfin, etc., quoi. Donc, est-ce que, grosso modo, les journalistes qui vont travailler pour vous ne sont pas directement ou indirectement liés à ce seul groupe de presse? Ou alors, est-ce que votre ambition, c'est de pouvoir éventuellement aussi avoir en catalogue, entre guillemets, des gens qui travaillent dans des médias à Paris, à Toulouse, à Grenoble ou ailleurs, quoi? Alors, sur la question des journalistes qui est dominée par un grand groupe média, il n'y aura pas que des journalistes, et on y veillera, de Ouest France, concrètement. Et travailler... on a une assez bonne diversité de médias pour le moment sur la plateforme pour dire on reste indépendant précisément ce grand groupe. Donc ça c'est vraiment le seul et on permettra pas à Ouest France d'avoir des intérêts notamment financiers dans ce projet-là. Ou alors de manière totalement transparente pour le coup. Et voilà, mais ce sera à réfléchir toujours en collectif. Pour l'instant, on n'en est pas là. Quand on voudra pérenniser le projet, on y pensera peut-être, mais pour l'instant, non. Et puis, sur la question de comment vous avez dit carte de presse, pas carte de presse. Il y a des gens qui écrivent, qui sont correspondants ou comment. Enfin, qui sont correspondants et qui n'écrivent pas suffisamment dans les médias pour avoir droit à la carte de presse. Parce que la carte de presse, c'est un système comptable. En fait, faut gagner plus de 50% de ses ressources sur de la publication dans les médias. Pour la conserver. Pour l'avoir. Pour l'avoir, il faut avoir un contrat avec une entreprise de presse. C'est effectivement une commission. Mais collez bien le micro parce qu'on n'entend pas. C'est une commission de journalistes qui estime si oui ou non on est journaliste professionnel. Effectivement, les journalistes, nous ne sommes pas d'accord entre nous. Certains estiment qu'il faut la carte. Ça, c'est autre chose. On n'est pas d'accord entre nous. Ça, c'est notre problème de profession. Cela dit, moi, je suis journaliste pigiste.
et j'ai 0 contrat avec 0 employeur, pourtant j'ai 7 employeurs et j'ai ma carte de presse depuis 21 ans. Donc ce n'est pas lié à un contrat, c'est plus subtil que ça, quoi. Parce que ce n'est pas un contrat. Allez voir Pôle emploi et essayez d'expliquer que vous êtes en CDI mais sans contrat et sans revenu. Je vous assure que ça est compliqué. Et sinon, puisque j'ai la parole, j'en profite. J'ai une question concernant le coût pour le journaliste, puisque étant journaliste pigiste, je suis multi-employeur et tous mes éditeurs me disent de plus en plus on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens. Donc j'imagine que c'est assez récurrent comme problème. Donc comment on fait quand on est journaliste pour trouver l'argent pour le logiciel, la formation, etc. Est-ce que c'est très onéreux ou pas en temps et en argent? Ou est-ce que tout est en open source, en logiciel libre et accessible gratuitement? Tous les logiciels qu'on utilise et qu'on promeut sont des logiciels libres, donc totalement gratuits. La première formation pour accéder à la plateforme est gratuite. L'accès à la plateforme en tant que tel est gratuit également pour les journalistes. Si les journalistes veulent soutenir le projet, ils peuvent adhérer à hauteur de 40 € de cotisation. Voilà. Donc on n'a rien à vendre. On propose une opportunité d'avoir de nouvelles informations et de la traiter un peu différemment d'habitude peut-être. Mais on ne cherche pas à se rémunérer. C'est un projet bénévole qui restera bénévole. Et l'accès à la plateforme restera gratuit, quel que soit le journaliste qui vient nous voir. Et sinon, je voulais rebondir sur la remarque de monsieur qui parlait d'étouffeur d'affaires. Donc, moi, j'avais compris que c'était en tant que source. En tant que source, c'est-à-dire que, effectivement, tout le monde pourra mettre, si je comprends bien, tout le monde pourra mettre une information. Donc aussi n'importe quel lobby financier, économique, marque, entreprise et tout. Mais ça, c'est notre quotidien de faire le tri. J'aurais deux questions, une petite et une grosse. La première, c'est sur la plateforme Source Sûre du Monde que vous avez évoquée. Est-ce qu'il y a eu des bilans de tirés de cette plateforme? Parce qu'on sait aujourd'hui que quand un personnage people passe chez le juge d'instruction le matin, le PV de son audition est en général dans le Monde de l'après-midi. Est-ce que ça passe par ce genre de choses? Est-ce que cette plateforme Source Sûre est utilisée pour ça? Enfin, est-ce qu'il y a eu un bilan de tiré là-dessus? Puis la deuxième, plus compliquée, enfin, c'est de la philosophie politique, mais c'est quoi une information sensible? La définition de ce qu'est une information sensible. Et surtout, sur quel support? Parce que quand on dit information sensible, on pense tout de suite à un rapport, à un document papier. Est-ce que ça peut être du son? Est-ce que ça peut être de la vidéo? Est-ce que ça peut être une conversation? Est-ce que ça peut être quelque chose qui a été filmé ici ou là? Et donc du coup, c'est pas la même nature. C'est quoi la définition et sur quel support? Parce qu'une conversation enregistrée quelque part ou un document papier, un rapport d'entreprise ou quelque chose qui émane d'une collectivité, ça n'est pas forcément la même chose. Micro. Je dirais que l'information sensible, elle se caractérise par c'est vraiment délicat comme question, donc je cherche mes mots, excusez-moi. Mais il n'y a pas d'information sensible ou pas sensible en fait. L'idée c'est d'amener de l'information qui n'est normalement pas divulguée, voilà, et qui est d'intérêt général. Donc si cette information est non divulguée et voire clairement sous secret et qu'elle est d'intérêt général, je qualifierais cette information comme une information sensible. Oui, source sûre. Source Sûre, j'ai aucun bilan à disposition de l'activité de Source Sûre, donc je ne sais pas. Ils font pas beaucoup de... Enfin, faut la trouver, cette plateforme, parce qu'ils en ont pas parlé dans la presse, ils en ont pas parlé... ils en parlent pas sur leur site.
Pas comme French Leaks de Mediapart où c'est sur leur page d'accueil. Mais non, j'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec le responsable de la plateforme, donc je ne sais pas. Et celle de Mediapart, par contre, j'ai pu en discuter avec un des journalistes de Mediapart. Ils ont allé utiliser périodiquement, mais souvent c'est trop vague et trop imprécis pour lancer une enquête sur les documents reçus. Donc en fait, ils ont parfois des choses qui sortent grâce à cette plateforme, mais il reste quand même un fond de bruit. Mais rien de... comment dire, c'est pas du... si vous voulez, c'est à hauteur de 3-4 alertes par semaine et par mois, donc c'est pas énorme, c'est pas un gros débit quoi d'information. Donc ils se rendent compte assez vite si l'information est parce que c'est des journalistes expérimentés qui bossent en équipe, donc ils se rendent compte assez vite si un document mérite de lancer quelque chose ou pas. Oui, moi j'ai un petit souci avec votre réponse concernant l'information sensible. Vous dites au fond c'est une information non publiée d'intérêt général. Moi ça me pose un peu problème parce qu'on peut tout à fait avoir des raisons très stratégiques de ne pas publier à tel ou tel moment des informations d'intérêt général, dans une négociation par exemple. Et donc ça peut, je trouve que là il y a un petit souci quand même par rapport à cet énoncé-là. Voilà. Effectivement, on peut voir les choses comme ça, mais dans quel type, par exemple, de négociation, je vois pas bien. Par contre, commercial, par exemple. Les négociations commerciales, oui. Le TAFTA, par exemple, ou TTIP. Ouais. Bah, pour moi, c'est des choses qui sont des informations sensibles et qui doivent effectivement sortir à un moment donné. Mais c'est un avis personnel. C'est pas. J'engage pas Golix en disant ça. C'est vraiment mon avis personnel. Attendez, il y a... Vous accomplissez un acte politique. La définition de l'intérêt général est un acte politique. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Et ma seconde remarque, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai compris que vous étiez simplement un intermédiaire. Vous nous avez dit tout à l'heure que le lanceur d'alerte était mis en présence d'un panel de journalistes et choisissait. Est-ce que le lanceur d'alerte peut, par exemple, ne pas choisir, vous envoyer l'information à vous sur votre plateforme, vous laissant le soin de diffuser vers tel ou tel journaliste, un ou plusieurs, voire de retenir l'information par devers vous, parce que vous allez estimer justement que du point de vue de l'intérêt général, de votre point de vue de l'intérêt général, elle est diffusable ou pas diffusable. Vous voyez, il y a tout un problème de déontologie et d'éthique extraordinaire qui se pose dans la gestion de ce que j'appelle le nœud. C'est-à-dire de votre métier, vous n'êtes pas simplement un tuyau. Ou alors si vous êtes un tuyau, je ne comprends pas très bien. Hein, vous n'êtes pas un tuyau. Si vous êtes qu'un tuyau, vous ne pouvez pas parler d'intérêt général. Vous diffusez des choses comme ça. Mais dès le moment où vous dites, moi je considère que ça relève de l'intérêt général, quelle que soit la négociation, quel que soit le contexte, vous vous mettez dans une situation de type politique. C'est un choix. Hein, c'est un choix, mais c'est un choix extrêmement important. Alors, effectivement... Il y a monsieur qui veut ajouter quelque chose, c'est sur le même sujet, je crois. Donc, Est-ce que, par rapport à ce que vous dites, moi aussi, je pense quand même que c'est un acte politique, et j'ai deux gros exemples quand même à présenter. Une négociation, ça a besoin de temps. Et par peur parfois que certains révèlent, sans doute qu'on s'enferme à Bruxelles pour négocier un traité commercial. À la limite, même si je suis sans doute scandalisé par tout ce qui est écrit, c'est normal que de tels enjeux doivent être à un moment cachés. Une négociation doit être cachée, comme un jugement, normalement, même si ça sort au bout d'une journée, un jugement dans un tribunal, c'est vrai que ça dure 3, 4, 10, 20 ans pour des présidents de la République, ça devrait être caché normalement, même si ce n'est pas le cas. Moi, j'ai deux cas qui me posent question. Maintenant, on agit dans l'immédiat. On a Havas, on fait une pétition, on balance tout. À la limite, je dirais que c'est concurrent de Golix. Havas, on fait une pétition, ça part des États-Unis.
On fait des mouvements de foule, on organise des grands trucs, des grands mouvements pour boycotter des banques, des mines, etc. C'est en cours actuellement. On a un collectif de journalistes internationaux qui part de Washington. On a déjà entendu, moi j'ai vu une émission sur Arte il y a 2 jours, où même, comment il s'appelle, Snowden, ou je ne sais pas qui est à l'ambassade d'Équateur à Londres, disait lui-même, il se posait des grosses questions. Pourquoi il n'y a aucun Américain concerné pour l'instant, vu que concerné. Donc on voit bien la question de monsieur, la personne qui détient le tuyau a le pouvoir. Donc c'est un acte politique aussi. D'où, bon, j'ai pas de solution, mais un comité d'éthique, un aspect public-privé, associatif, citoyen, comme a été évoqué tout à l'heure, vous aurez un rôle, si vous prenez de l'importance, vous aurez un rôle aussi important que Havas, financé par Soros il y a très longtemps, qui attaque les énergies fossiles, et comme en Ukraine, il avait attaqué l'URSS pour avoir, en tant que lui, futur propriétaire, des terres en Ukraine. Et on l'a vu, la spéculation de Soros qu'il a fait il y a 25 ans sur l'euro, spéculateur des monnaies en Europe. On connaît le rôle de Soros, et pourtant, les ONG, Havas, on le prend pour un chevalier blanc. Moi, j'ai des gros doutes. J'en sais rien, mais j'ai des gros doutes sur Havas. Bon, voilà, c'est parti, allez-y. Mais je vous souhaite le succès d'Havas quand même. En fait, dans un premier temps, on a choisi de ne pas faire de comité d'éthique. On a conscience d'une chose, c'est que ce projet est effectivement un projet politique. De toute façon, c'est l'évidence même. Ce qu'on veut rester, par contre, c'est apartisan. Et donc, c'est permettre... en fait, c'est vraiment à la clé, ça va être le journaliste. C'est lui qui va décider si on publie ou pas. Nous, non. Alors on permet effectivement la circulation de ces informations. Mais il faut aussi faire confiance au journaliste qui reçoit l'information et qui va dire c'est d'intérêt général, mais c'est peut-être trop tôt. Et c'est ce qui se fait par exemple avec les Panama Papers, où ils ont décidé de compartimenter et de segmenter la masse d'informations et de révélations. Pareil avec l'affaire Snowden, où là ils avaient effectivement aussi découpé en plusieurs affaires distinctes l'information. Donc après, nous on se refuse à publier l'entièreté des documents parce qu'on ne veut pas devenir éditeur. Si le journaliste souhaite, lui, publier les documents, ce sera hébergé sur le site de sa rédaction et ça engagera sa rédaction. Du coup, oui, c'est politique parce qu'il y a des enjeux qui peuvent sortir de tout ça et qui sont assez importants. Mais sincèrement, la question du comité d'éthique viendra avec les premières affaires qu'on sortira. Et de se demander, là ça a eu en fonction de l'impact qu'il y a eu, on décidera oui ou non, si vous voulez, de maintenir la plateforme si elle devient, j'allais dire, dangereuse d'une certaine manière. Il est probable, c'est une expérience comme je disais tout à l'heure, donc on ne sait pas où ça va mener. Si ça mène vers l'arrêt de la plateforme, on l'arrêtera. Voilà. Mais le comité d'éthique, pour l'instant, c'est le bureau. Et le bureau est constitué donc, de 2 journalistes, d'un hacker et d'un rédacteur. Et j'oublie quelqu'un, et un rédacteur en chef également. Voilà. Donc, qui ont une certaine déontologie, une réflexion sur le métier de journaliste, etc. Donc c'est pas simplement on se dédouane en partie du sujet des affaires qui vont sortir. Voilà. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Si l'apporteur d'informations ne choisit pas de journaliste, qu'est-ce qui se passe ? Il ne peut pas envoyer d'alerte.
tout simplement. Il faut qu'il choisisse quelqu'un. Il peut nous contacter, mais le problème, c'est que s'il nous contacte directement, il va compromettre sa sécurité en étant non anonyme, que ce soit par mail, que ce soit par je ne sais quelle plateforme. Il va forcément utiliser un truc pour nous contacter directement qui fait que il va se compromettre. Donc s'il ne sait pas à quel journaliste il veut l'envoyer, et ben il la garde pour lui et tant pis, on s'assoit dessus. J'ai une question, je voudrais savoir, on sait que les services de sécurité, de surveillance en France, par exemple, considèrent Tor comme évidemment quelque chose qui est pas très sympathique, puisque alors ça prouve la sûreté du système Tor, puisqu'ils n'arrivent pas évidemment à savoir ce qui circule comme information. Est-ce que vous avez déjà le sentiment qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous surveille, qu'on cherche un peu à savoir ce qui va sortir de votre affaire? On m'a clairement indiqué que le projet et les gens qui étaient impliqués font l'objet, ont fait l'objet, ont reçu l'intérêt de la part de services secrets. Mais à la rigueur, c'est normal, ils font leur boulot. Après, est-ce que j'ai l'impression d'être suivi? Est-ce que j'ai l'impression d'être sur écoute, etc. Bah non. Enfin, de toute façon, c'est des professionnels et même si c'était le cas, c'est impossible de le savoir. Et donc, il vaut mieux pas tomber dans cette parano-là et continuer à avancer sur le projet en se disant le jour où on les inquiétera, eh ben, ils viendront nous voir directement ou alors ils saisiront le matériel ou voilà. Mais il n'y a pas de non, il n'y a pas de ça. Il y a encore des... Oui, moi j'en ai juste une sur les journalistes. Parce que les journalistes, ils vivent dans des rédactions avec des hiérarchies, ils vivent aussi avec une proximité locale avec les autorités, que ce soit économique ou qu'elles soient politiques. Est-ce que en quoi ça va les aider à aller plus loin que ce qu'ils font déjà? Je vais rappeler des histoires d'anciens combattants, mais il y a 25 ans, il y avait 4 personnes qui se sont dit un jour, on a des informations dans nos rédactions, on va monter un truc à Nantes, ça va s'appeler La Lettre à Lulu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui est plus tout seul, mais c'était sur l'idée qu'on a des informations qu'on ne peut pas publier dans nos médias et on va les faire sous cet angle-là. Et en fait, ils sont toujours restés finalement dans la confidentialité. Ça n'a jamais véritablement... Alors, est-ce que vous, c'est la dimension finalement au-dessus qui permet d'aller un petit peu au-delà de ça? Mais est-ce qu'il y a dans l'esprit quelque chose qui est un peu du même ordre? Ou en tout cas, est-ce que les journalistes, ça va les aider à faire plus que ce qu'ils font déjà? Parce qu'ils peuvent être aussi limités par leurs propres médias. Le fait qu'ils vivent dans un monde, dans un environnement local qui leur donne aussi de l'information. Et c'est pas toujours simple pour les journalistes, quoi. Le temps qu'ont les journalistes à allouer à de l'investigation aujourd'hui au niveau local est quasi nul. Mais s'ils viennent voir le rédacteur en chef en disant là on tient peut-être quelque chose, etc., il y a quelque part on espère que ce temps va leur être accordé et qu'ils vont pouvoir pousser l'investigation dans leur rédaction. Pour les journalistes indépendants, c'est un autre problème, c'est-à-dire que eux, ils vont pouvoir peut-être plus facilement, peut-être que je me trompe, vous me direz, mais plus facilement se dégager un peu de temps pour enquêter de temps en temps entre deux papiers, voilà. Bien sûr, c'est pas comme ça que je souhaite l'investigation. L'investigation, c'est du temps long, effectivement. C'est quelque chose sur lequel on doit se consacrer et se concentrer un certain temps. Mais comment? Tout dépend. Enfin, tout dépend des affaires aussi qu'on va soulever. Je pense pas qu'on soulève je sais pas moi enfin, il n'y aura pas d'Edward Snowden sur notre plateforme, quoi. Donc, le temps d'enquête. Enfin, c'est difficile d'estimer le temps d'enquête si on n'a pas l'information. Mais je pense que c'est quelque chose qui est souhaitable
Et vu les rédactions qui nous ont contactés, elles vont faire en sorte de se donner ce temps-là, manifestement, puisqu'elles rejoignent la plateforme. Et puis, l'autre chose, c'est que j'entends parler de plus en plus d'un média d'investigation locale sur le territoire. Et donc, ça peut faire naître d'autres vocations ou projets dans ce sens-là. Voilà. Oui, je reviens sur la question d'information sensible et d'intérêt général. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu dans la salle. J'ai peut-être pas très bien compris. Je suis un peu basique, mais il y avait, si par exemple je négociais un contrat de vente à l'étranger, alors on va parler d'armes, enfin par exemple, parce que c'est souvent ça, que cet acte doit rester confidentiel. On comprend bien qu'il sera confidentiel pour que la négociation aboutisse. Par contre, si on parle du TAFTA, alors là, je considère que c'est vraiment l'intérêt général. Je ne crois pas que les citoyens aiment beaucoup. Alors, on a parlé, bon, un peu, c'était le sujet un peu facile, le poulet lavé à l'eau de Javel. Mais ça, c'est pas ça. Mais il y avait quand même, on écrase, enfin, on s'assoit sur les normes et sur un tas de choses de protection des consommateurs. Donc là, pour moi, il y a une grosse différence entre une négociation, alors ça peut être une fusion de deux entreprises, etc., que ce soit d'intérêt général ou pas, mais on comprend qu'elles doivent rester confidentielles, ces informations-là. Et puis le TAFTA, là, par contre, c'était de l'information qui devait absolument être connue de tous. Sur les fusions d'entreprises ou ce genre de choses, effectivement, j'ai aucun problème à ce que ça reste confidentiel, dans le sens où, à la condition que ça ne débouche pas sur un plan social d'envergure ou ce genre de choses. Si dans les négociations, ils se disent ouais, ok, on fusionne, mais par contre, on va élaguer, je sais pas moi, 5, 6, 10% des salariés, ouais, là, ça devient d'intérêt général. Vous vous inscrivez dans un mouvement général des médias et qui fait prévaloir la transparence à tout prix. Aujourd'hui, on a l'impression que la transparence est une valeur en quelque sorte absolue, avec ce que ça comporte comme dérive, comme risque. Je crois que, bon, on voit ça dans les grands médias, les caméras cachées, etc. Tout ça, c'est un état d'esprit qui, enfin, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses, qui n'est pas de nature à améliorer le vivre ensemble, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect éthique, philosophique, qui est lié à la liberté, à la pudeur, à un certain nombre de valeurs qui sont un peu mises en cause dans ce climat de suspicion assez généralisé et qui est quand même, à mon sens, aujourd'hui, quand même une vraie question pour la société et pour notre vivre ensemble. Il y a Julian Assange avait un discours assez intéressant. Il disait quelque chose du genre la vie privée pour les citoyens, la transparence pour les autres. Et c'est quelque chose oui, la transparence absolue et de vouloir connaître le fonctionnement interne de certaines organisations ou de toutes les organisations. C'est quelque chose de qui peut provoquer de la défiance envers des organisations qui ne montrent rien. C'est vrai. Mais d'un autre côté, le secret, pour moi, pour des organisations d'envergure, en tout cas, n'est jamais bon. Parce que en fait, il ralentit clairement, et c'est le but du secret, le processus de défense en fait vis-à-vis de quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de l'intérêt général. Voilà. Donc de la transparence pour les grandes organisations, pour les États, pour certaines industries, etc. Oui.
De la transparence pour les citoyens individuellement, non, clairement. Enfin, il faut de la vie privée, et ça fait partie, c'est une liberté de base. Mais je ne crois pas attenter à la liberté de faire du business si je demande à une entreprise et à un État de publier la totalité du contrat qui le lie. Que ce soit dans le domaine... Enfin, j'en sais rien, moi je donne des exemples un peu au hasard, mais par exemple dans la défense ou ce genre de choses, typiquement. Voilà. Donc, ouais, je suis personnellement partisan d'une transparence accrue et maximum pour les organisations, et de la vie privée et de la liberté pour les individus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Oui, il y en a une. Merci. Oui, je pense que c'est vrai qu'au niveau de la transparence, ça rendra les choses probablement moins faciles, moins ronronnantes. Mais pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, on en est à une volonté, à un désir de transparence de la part des citoyens, des utilisateurs, qui est tout à fait, qui est pas facile à gérer, mais tout à fait louable. Je pense que dans beaucoup de cas, je pense que c'en est fini du noyau politique, des politiques, de faire un petit peu une cuisine, je dirais, personnelle, et de présenter la facture à l'arrivée. Souvent, elle est bien lourde d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure on parlait d'actes politiques, alors le citoyen, on lui demande de faire un acte politique une fois tous les 5 ans, une fois tous les 3 ans, pour aller voter, et puis après, plus grand-chose. Je pense qu'avoir un accès justement à ce genre de plateforme, évidemment, on est sous le fait, on est dans le cadre de l'anonymat, mais faut faire avec. Et je pense que là, le citoyen reprend un petit peu ses droits d'homme politique lui-même. Il est de l'intérêt général d'un citoyen, d'un utilisateur, de pouvoir dire, de pouvoir parler. Je pense que c'est nouveau, je pense que c'est dans l'air du temps. Est-ce que ça sera pareil dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? J'en sais rien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin de transparence. Vraiment, je pense qu'on le ressent tous. Là, vous avez GoLeaks, on a également régulièrement maintenant change.org. Alors, c'est un peu différent, mais on voit le succès que ça a. Alors, c'est vrai, c'est pas forcément, faut faire attention, on répond pas à tout. Mais c'est tous les jours qu'il y a des nouvelles choses. Moi, je vais voir sur change.org et tous les jours, j'ai une demande, voulez-vous lancer? Bon, je l'ai pas fait, mais on peut le faire comme on veut. Et finalement, c'est pas si mal. Enfin, à mon sens. Je voulais juste une précision par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'information sensible, sur le support. Est-ce qu'on est simplement sur de l'écrit ou est-ce qu'on est aussi éventuellement sur du son, de la vidéo ou d'autres choses? La plateforme permet d'envoyer tout type de documents multimédia. Il n'y a pas de contrainte technique à ce niveau-là. Et il n'y a pas de choix non plus. Non. Ok, en tout cas c'est une soirée intéressante pour découvrir un nouvel outil concernant la production de l'information sur notre territoire. Donc déjà je voudrais remercier, alors je ne sais pas s'il faut dire Monsieur Datapult, mais... Mais en tout cas, merci d'être venu et d'avoir joué le jeu, de nous présenter ce nouvel outil. J'ai envie de vous dire à vos crayons maintenant, parce que vous êtes tous des émetteurs d'informations. Donc voilà, mais on sera intéressé à sans doute vous revoir dans quelques mois, enfin après quelques mois d'expérience, pour savoir ce qui se passe au sein de cette plateforme GoLeaks. Ça sera intéressant. Merci à vous en tout cas, bonne soirée, bon retour.